Eh ben, salut à tous les amis, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler du partage du ciel avec nos oiseaux. Je suis sûr que vous avez déjà aperçu nos amis à plumes. Ils nous inspirent, ils nous fascinent, ils nous aident parfois à comprendre le ciel et puis ces courants d'air qui vont avec. C'est bien souvent des moments magiques et inoubliables. Et du petit chouka au majestueux aigle royal, eh ben, ces rencontres sont toujours pleines d'émotions, parfois positives et parfois négatives. Alors j'étais déjà assez curieux sur le sujet, mais après ma dernière interaction que j'ai pu avoir avec eux, je me suis posé pas mal de questions. Je vous en parle juste après. Alors nous, en tant qu'être humain, on réagit d'une certaine manière face à ce type de rencontre. L'homme, lui, étant l'espèce dominante sur Terre, il n'y a pas grand-chose à craindre des autres animaux, tels que les oiseaux. Mais pour eux, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se passe de leur côté ? Est-ce qu'ils sont curieux ? Est-ce qu'ils sont craintifs ? Est-ce qu'ils sont impassibles ? Ou est-ce qu'ils sont agressifs ? En tant que pratiquant du coup d'une activité en pleine nature, à un moment donné, on se pose la question, la fameuse question, est-ce qu'on a un impact sur cette faune du ciel ? Quelles sont les bonnes pratiques ? Et quels sont les outils qui sont mis à notre disposition pour faire face à ces problématiques ? Allez, je vous raconte du coup ma petite aventure que j'ai eue avec l'aigle du Revard. On aura dans cette vidéo du coup un autre témoignage. Et puis je vais essayer de vous synthétiser un petit peu quelques infos importantes fournies par la LPO, Ligue de protection des oiseaux, de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Des informations que j'ai essentiellement récupérées depuis les deux conférences que j'ai visionnées, Rapace et Vol Libre, qui ont eu lieu en 2019 et 2021. Et le lien est bien sûr en description et je vous encourage vraiment à aller visionner ces conférences, les écouter en podcast pour approfondir les connaissances, pour être curieux. Vous allez voir. Alors nous voici donc le 11 août 2023. Je décolle en biplace avec mon fils du Revard. Voilà, aérologie plutôt tranquille, plutôt calme. La masse d'air est en train de se mettre en place. On décolle et donc la brise est assez légère, on décolle et puis on cherche quelques thermiques histoire de profiter d'un vol un petit peu plus long. Mais à ce moment-là, il n'y a pas grand-chose. Il y a plusieurs pilotes qui sont partis, qui cherchent le long du relief, mais c'est encore un peu tôt, c'est encore un peu stable. Ouais, faut regarder les oiseaux, ils vont nous dire où est-ce qu'il faut... Tu vois, les oiseaux, ils battent des ailes, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de thermique pour l'instant. Donc je cherche les appuis relief, et puis on explore, et puis j'explique un petit peu l'aérologie, comment trouver un thermique à mon petit garçon. Et puis voilà, on s'éloigne du relief, puisqu'a priori on trouve rien, et j'aperçois un rapace. Je suis bien en dessous de lui, donc d'après moi je devais pas le gêner, et voilà, je me dirige tranquillement vers son thermique, et j'ai pas le temps de faire un tour ou deux que le rapace change de forme, il est plus du tout en mode plané, il se met un peu en piqué, sans prévenir. Regarde, il est juste là. Je sais pas si c'est un aigle ou... Coucou l'oiseau. Regarde derrière toi, c'est l'aigle. Regarde le loup. Oh là là, il est pas content. Non, il est pas content, faut Voilà, qu'on j'essaie de garder le contrôle quand même sur la voile, pas paniquer, je le garde bien en visuel. Et j'essaie de le faire partir en criant un petit peu, en sifflant. Et il passe de droite à gauche en faisant des aides comme ça. Il est en train d'enrouler et lui il a décidé qu'on n'était pas les bienvenus. Donc on va s'en aller. Oh là là. Il est où ? Il est juste derrière nous. Là. Juste là. Ouais. Donc là il se met par contre à aller vers la voile. Et heureusement il a compris que je m'en allais. Les petits cris d'intimidation ça lui a suffi. Il quitte la zone, la rencontre est terminée. Donc voilà, sans plus d'histoire, je vais aller me poser à Vénipère et puis on va se remettre un petit peu de nos émotions. Youpi ! Youpi. Ça, c'est le chant du tracteur. Et voilà. On va pouvoir revenir sur un deuxième vol une heure après où ça tenait beaucoup plus facilement et loin du relief. Et c'est là qu'on va pouvoir observer là où est la bulle de quiétude. J'ai pu montrer ça à mon fils. D'habitude, les aigles, ils ont leur nid ici, dans les falaises qui sont là. Là, on les voit pas. Mais ils sont pas là, les aigles. Regarde-moi ce posé de précision.
Hé hé, encore déposé comme une fleur. Voilà, de cette expérience, ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, je suis assez loin de la bulle de quiétude au Revard qui est normalement au sud du décollage. Là, j'étais au nord du décollage et au décollage du Revard, quand on part à gauche, on passe le restaurant, on arrive dans ce qu'on appelle le chaudron et un peu après, il y a les fermes. Et sous le décollage anciennement des fermes, il y a le nid des aigles. Et donc pour moi, là, en direction de l'atterrissage de Vénipère, à 1000 mètres d'altitude, je pensais vraiment pas le déranger, j'étais vraiment largement en dessous de lui. Je suis assez étonné parce que je suis loin de la bulle à 2-3 km. Donc voilà. Je vous reparlerai de tout ça du coup en analysant un peu la conférence parce que j'ai appris des choses sur le territoire, le nid et le territoire de chasse. Bon, l'essentiel c'est que personne n'a été blessé, aucun problème sur le matériel, c'est plutôt un peu émotionnel, mais ce qui est intéressant maintenant c'est vraiment le débriefing qui va suivre après. Alors c'est pas la première fois que je rencontre des rapaces, des milans royaux, des aigles royaux, je rencontre régulièrement, ça se passe très bien en général, et s'il y a le moindre signe avant-coureur, bah évidemment je quitte la zone. Là c'est vrai que l'histoire c'est qu'il n'y a pas eu de signe avant-coureur, il est parti directement en attaque, en piqué. De toutes ces questions, je témoigne un petit peu sur Instagram, et puis Anthony, un copain, m'a dit contacte Adrien Lambert de la Ligue de protection des oiseaux pour partager ton expérience. Donc je lui envoie un mail et ma vidéo et il me répond par mail et voici sa réponse. Donc bonjour, merci pour votre partage d'expérience. Vu la période, hors nidification et l'âge de l'oiseau, environ 2 ans, je suis assez surpris du comportement territorial de l'aigle qui semble chercher à défendre son territoire. Donc voilà, on est a priori sur un rapace qui est plutôt jeune dans le secteur et qui n'a pas le même comportement que les aigles des années précédentes. Donc il dit, je vois 2 options pour expliquer ce comportement. L'oiseau a été surpris et n'est pas habitué au parapente. Il a dû vouloir se défendre contre une potentielle menace. On est face à un jeune qui cherche un nouveau territoire et qui le défend face aux intrus. Dans tous les cas, vous avez eu le bon réflexe, quitter le site et s'éloigner, et la bonne interprétation du comportement de l'oiseau. Je vais solliciter des naturalistes locaux pour leur partager votre expérience et voir si j'ai d'autres retours d'observation similaires, etc., etc. Je lui partage le point sur la carte, et puis voilà. Voilà, j'ai voulu en savoir ensuite un peu plus sur des expériences similaires qui ont eu lieu, par exemple dans l'année, notamment au Revard, la cohabitation avec l'aigle et le couple d'aigles qui est actuellement en place. Voilà, j'ai lancé un appel à témoins sur Facebook, j'ai partagé du coup dans mes 2 clubs, et j'ai reçu quelques histoires un peu similaires. Je vous propose maintenant d'écouter le témoignage audio de Gilbert, ancien président du club des éléphants volants de Chambéry. Allô. Oui, salut Gilbert, c'est Baptiste. Ouais. Bon, on échange un petit peu sur cette attaque d'aigle. C'est vrai que Oui. ça pourra certainement intéresser du monde parce que cette année, ça a l'air d'être un petit peu différent sur les aigles. Pas que. Apparemment, là, sur secteur Aiguelette aussi, il y a eu des petites choses. Alors, avec du rapace, pas avec de l'aigle, mais quand même. Alors toi, ton histoire, ça a eu lieu à quel endroit? Dans la combe, en dessus de la gare des Matins. D'accord. Et c'était sous la bulle de quiétude? Ah oui, mais quand je dis dessous, tu vois, c'est ce que je mettais dans mon message, tu vois, j'avais longé la crête du bas, on décollait de Vérel là pour la fête du club, j'ai longé toute la crête du bas, tout en bas, donc je suis on va dire à 900 d'altitude, et je rentre dans la combe des Matins, là en dessus de la gare de départ, l'ancienne gare du téléphérique, je rentre dans la combe, je suis au niveau des sapins, vraiment en dessous des falaises, et à un moment, donc il faut que je fasse demi-tour parce que je suis bas, c'est pour te dire, je suis bas, donc il faut que je fasse demi-tour pour raccrocher, pour revenir dans la falaise du bas. Et c'est au moment où je fais mon demi-tour que j'entends piailler derrière moi, c'est ce que je mettais dans mon message. Et je me retourne et j'avais l'aigle qui était arrivé silencieusement et vraiment en approche, qui se met à piailler et Et alors du coup, ça a été quoi la réaction du passager, du pilote et de Ah bah l'animal? rien. C'était une passagère, une anglaise, donc voilà. Mais la passagère, si tu veux, elle faisait son baptême. Tu sais, on faisait des baptêmes biplaces. Elle faisait son baptême. Bon bah voilà, il y a un aigle qui est arrivé. Bah, je lui dis bah t'as vu un aigle, voilà. Ouais, les cerfs d'assez près, je pense que ça a dû être plus impressionnant pour toi que pour elle, quoi.
Ah bah oui, oui, oui. C'est surtout que, si tu veux, j'entends et je me retourne et je l'ai dans le dos à portée de main. Ouais. Vraiment à portée de main, à 1 mètre de moi, 1 mètre, 1 mètre 50. J'ai l'impression que je peux tendre le bras derrière et le toucher. À un moment, il était à moins d'un mètre de moi. Je me rappelle aussi, pareil, il est arrivé sur mon épaule gauche et je tendais le bras, c'est pareil, je lui touchais le bec, quoi. Donc je l'ai vu vraiment de Ouais. très près et c'est vrai qu'on passe d'un moment d'émerveillement à un moment de doute et à un moment un peu de, faut faire quelque chose, Ouais. faut l'éloigner, quoi. Oui, oui. Et c'est pour ça, tu vois, j'avais lâché les commandes et j'ai agité le bras dans mon dos comme ça, en criant. Et bon, c'est pas allé plus loin. Il a fait demi-tour et hop, il est remonté se percher tout en haut des falaises. Ouais. Et là, t'as quitté le relief et t'as pas insisté dans la zone. Ah, mais j'étais loin déjà du relief. J'étais loin du relief. C'est vrai que c'est loin du relief, alors on s'attend pas à en prendre une attaque à cet endroit-là, quoi. Je sais pas. Moi, j'en ai parlé avec Hervé Blanchin. C'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps parce que, tu sais, j'étais à l'époque quand on a commencé à discuter avec le Parc des Bauges. J'étais président des élèves et c'est moi qui étais dans les discussions pour représenter les élèves avec le Parc des Bauges et la LPO. Et t'as entendu d'autres histoires? J'ai entendu, moi, un delta qui s'est fait attaquer. Ah oui. On en a parlé là avec un copain il n'y a pas longtemps, un delta, mais là apparemment que la voile s'est fait lacérer. Ah oui, d'accord. Ouais, nous, Et c'est très récent. J'imagine que c'était aussi l'aigle du Revard, hein, parce que ça s'est passé là au Revard. ah oui, encore une fois, ouais. Ok, ouais, bah c'est cette année. Enfin, toi, tu dis que c'est pas forcément cette année et que, en fait, c'est un peu toute période confondue, puisqu'on fait gaffe à la période de sensibilisation. A priori, avec l'aigle, on en avait fini Ah bah oui, fin août, mais complètement. bon, enfin, je crois fin août, c'est ça. Mais Oui, oui, c'est ça. de toute façon, l'animal, on lui envoie pas un SMS en lui disant, voilà, la période Ah est oui, finie, bien sûr. on est Donc, bien d'accord. Ouais. mais c'est vrai que maintenant, il faut se méfier, et puis même hors des bulles, quoi. Voir avec la LPO s'il y a une petite info, s'il y a un début d'explication, et s'il y a une petite info à donner, j'allais dire, en dehors des précautions à prendre pendant la période de nidification, etc., enfin le grand classique qu'on connaît bien, dire, voilà, il y a à cet endroit-là, possiblement, soyez attentifs, regardez, l'aigle qui niche dans les falaises, éventuellement peut venir vous faire coucou. Ok, ok. Ouais, c'est intéressant, hein. Je pense Voilà. que la communauté des pilotes locaux est intéressée et certainement aussi la communauté de France. Je pense il y a d'autres histoires. C'est pas un cas isolé à mon avis. Et puis bon, il y a des animaux qui sont plus territoriaux que d'autres, hein. L'aigle en fait partie. Le vautour est très cool, d'après ce que moi j'avais vu. Hum. Et Ah bah complètement. Moi j'ai volé beaucoup en Espagne, que ce soit dans l'extrême sud de l'Espagne ou dans au sud des Pyrénées côté espagnol. On vole sans aucun problème avec les vautours, mais alors vraiment sans aucun problème. ouais, on les a de très près. C'est des animaux Ah oui, oui. qui sont pas du tout agressifs. Et de toute façon, Ah comme ils ouais, se nourrissent de complètement. cadavres, je pense qu'ils n'ont pas tout à fait la même approche par Ouais, rapport aux aigles. ouais. J'avais entendu aussi sur les buses, hein, il y a des buses dans le Vercors qui sont plus agressives, je crois, sur pas loin des décos. Hein. Il y en avait une, alors maintenant on la voit plus, on n'entend plus parler. Il y avait la buse entre le Montgrel et le Beauvoir sur la chaîne de l'Épine. Ah ouais, Entre les pylônes. Et là, on a un gars du club, là, Jean Thomas, qui s'était fait attaquer, déchirer la voile. ah ouais, d'accord. Mais ça remonte à quelques années, ça. Hein. J'en ai pas entendu parler d'une vraie attaque depuis. Ok, bon. Ouais, quand les animaux sont stressés, ils peuvent aller de l'intimidation, et Hum. directement parfois, ils passent pas par quatre chemins. Enfin, moi, c'est la sensation que j'ai eue parce que je me suis mis en dessous de lui. J'étais plus de 100 mètres au niveau d'altitude en dessous de lui, loin du relief, et sans prévenir, il est venu en piqué derrière moi. Je l'ai Ouais. vu. Toi, tu l'avais pas vu, donc moi, j'ai pas eu Ah non, moi d'avertissement je l'ai pas vu. sonore. Donc, J'ai pas eu de vol en feston, et directement, il est venu. exactement. Voilà. C'est ce que j'allais te dire. Moi, j'ai pas vu de signe avant-coureur d'un rapace qui était en train de marquer son territoire, tu vois. Voilà. Alors, il se trouve que, comme je te disais, c'est au moment où je faisais mon virage, donc j'avais la falaise dans le dos, et que lui, obligatoirement, il arrivait de dos par rapport à moi. Donc, je n'ai pas vu ce qui s'est passé avant. Donc, à voir si on arrive à faire un truc un petit peu inter, parapente, LPO, Parc des Bauges, enfin, tu vois, si, voilà, voir la porte d'entrée, si tu veux, pour faire circuler cette info. Ah ouais, tout à fait. Super.
Eh ben écoute, Gilbert, je te remercie pour ton Je t'en témoignage prie. et puis hâte d'avoir des infos sur la suite à donner et puis les Hein, différentes ouais, ouais, actions qu'on peut faire. ouais, Voilà. Eh ben bonne volontiers. journée à toi et bon vol. À toi aussi, ciao, à bientôt. Merci, à bientôt. Expérience assez similaire, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, hors de la bulle de quiétude aussi, mais heureusement sans conséquences physiques. Alors j'ai eu d'autres témoignages hein, sur Instagram, sur Facebook, vous avez été assez nombreux à me partager un peu vos expériences de rencontres avec le rapace, que ce soit positif ou négatif, et je vous en remercie en tout cas. Donc voilà, après la partie retour d'expérience, je vous propose maintenant de passer à la partie informative. Je vais simplement du coup vous faire passer quelques bribes de la conférence et pour vous donner envie d'aller la voir. Vu que moi je suis pas expert dans le domaine, je me suis dit qu'avec des petits extraits bien sélectionnés, ça allait répondre aux principales questions que j'ai évoquées en introduction. Particularités des rapaces, de leur habitat, de leur mode d'alimentation, quel type d'interaction on peut avoir avec eux, quels sont les bons réflexes à avoir en vol, comment on sait si on est en situation de cohabitation ou en situation de dérangement, quels impacts pour eux et quels sont les outils qui sont mis à notre disposition pour adopter les bonnes pratiques. Alors tout d'abord dans cette conférence, on apprend quels sont les différents types d'oiseaux qu'on peut rencontrer, les caractéristiques de chacun, le mode d'alimentation. La plupart des rapaces sont des prédateurs chasseurs, hein, comme la buse, l'aigle. D'autres sont plutôt charognards, ils se nourrissent des carcasses, comme vautours fauves, vautours moines. Et puis celui qui arrive en dernier, c'est le gypaète barbu, qui est du coup ostéophage, il mange les os. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, concernant en tout cas notre pratique en tant que parapentiste, c'est quand il a abordé la notion de territoire. Voici un extrait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que un oiseau, il va avoir d'abord un territoire de chasse, qui est le plus grand territoire qu'il utilise, qui est un territoire qui peut se superposer à la marge avec deux individus de la même espèce, mais globalement, il y a un maillage du territoire entre les différents couples qui se partagent leur territoire de chasse. Ce territoire de chasse, la taille, elle est définie par le nombre de proies qu'il y a à l'intérieur. Ça veut dire la quantité de nourriture disponible, parce que notamment en période de reproduction, il leur faut beaucoup plus de quantité de nourriture disponible qu'en temps normal. Donc ça, c'est le territoire sur lequel on peut voir un même couple. Et après, il y a le territoire de reproduction, qui est le territoire que les oiseaux vont défendre, parce que c'est à proximité de l'air ou du nid, et qui est vraiment le territoire sur lequel ils vont être très vigilants aux intrusions, et ils vont se défendre contre tous les prédateurs, parce qu'on est à une proximité du nid qui est trop importante. Ce territoire de reproduction qui est défendu, il va varier en fonction des individus, parce qu'il y a des individus qui sont plus ou moins tolérants, plus ou moins sociaux, et il va varier aussi en fonction des espèces. Mais en général, on a tendance à dire que c'est au moins 300 mètres autour du nid, qui est cette zone de territoire de reproduction qui est défendue par les adultes. Et alors finalement, dans ce territoire, quels sont les types d'interactions qu'il peut y avoir avec nous? Et différentes manifestations en vol qui permettent aussi d'interpréter le fait qu'on est sur un territoire, donc le territoire de reproduction qui est défendu par les oiseaux. C'est alors tout d'abord le vol en feston, celui que vous avez en bas à gauche, qui est un vol un peu dans montagne russe, qui est un marquage en fait visuel qui est utilisé par les rapaces pour signifier qu'on rentre sur leur territoire de reproduction ou qu'on est à proximité de leur territoire qu'ils vont défendre, qui en fait ne sont pas du tout du jeu, mais qui sont une manière de marquer leur territoire. Celle qu'il faut retenir, c'est le vol en piqué. C'est soit pour chasser, c'est une proie, soit pour chasser un intrus. Donc ça c'est vraiment la signification que on s'approche trop de son nid et que s'il attaque pas là, il attaque au prochain coup. Si vous avez un rapace agressif en l'air, il va s'attaquer à votre voile, on va dire de préférence plutôt qu'à vous, avec ces techniques-là. Donc c'est quelque chose aussi à retenir pour éventuellement pouvoir se protéger si jamais le rapace il vous attaque directement. Transition toute choisie, que faire en cas d'attaque de rapace? La première des choses, c'est vraiment de ne pas paniquer parce que le risque d'un excès de stress pourrait amener le pilote à établir des manœuvres de surpilotage et finalement d'une méthode de dissuasion de l'oiseau pourrait amener à un incident de vol, voire un accident de vol. S'écarter de la zone
dérangeante pour l'oiseau. Voilà, si tant est qu'on ait bien repéré la fameuse bulle. Alors après, quand on parle de véritable attaque, pour en avoir été victime, je suis bien placée pour en parler. On peut mettre en place des figures, alors pas trop acrobatiques quand même, hein, mais des figures de dissuasion en mettant la voile en mouvement par des wing-overs. Mais encore une fois, avec des commandes modérées, hein, de ne pas employer des manœuvres trop amplifiées. Et puis de crier. Hein. Les oiseaux, les animaux, quand ils sont en combat, ils crient entre eux. Voilà, hein, on peut crier hein, pour effrayer son prédateur, celui qui nous attaque. Mais il y a un moment donné, l'oiseau, il va avoir beaucoup plus de maniabilité que nous dans ses manœuvres. Et quand l'oiseau attaque latéralement ou en frontal, eh bien, il faut avant tout se protéger. Se protéger le visage, puisque les oiseaux sont capables d'attaquer le pilote en frontal. Grâce au casque que nous portons tous, bien sûr, quand nous volons, en penchant la tête en avant, on protège notre visage. Et il faut penser aussi aux bras, puisque les bras sont finalement des merveilleux perchoirs. Sauf que les bras, à peine recouverts d'une veste Gore-Tex ou une doudoune, ne sont absolument pas protégés des serres acérées, pour peu qu'on ne lâche pas les commandes. Et même si on lâche les commandes, sur l'aérologie, ça peut être dangereux. Et ensuite, de respecter donc sa bulle de quiétude. Et ensuite, et ça veut dire aussi préparer son plan de vol, surtout pour les crosseux qui ont pour but, en décollant, de faire des kilomètres. C'est véritablement de se renseigner sur les aires de nidification qu'ils vont rencontrer sur leur plan de vol pour s'adapter. Voilà. Mais c'est pas simple dans la pratique. C'est pas simple, je vous rejoins. Dans ce chapitre, on y apprend à quoi correspond la période sensible d'une espèce de rapace. On voit d'ailleurs qu'elle est divisée en plusieurs segments, de la parade, en passant par la ponte, la couvaison, l'élevage des jeunes, et puis enfin l'envol. Et suivant le mois en cours, on sait avec cet outil quel serait du coup le dérangement associé à des intrusions répétées. Allez voir dans la conférence pour en savoir plus sur la période de sensibilité, il y a plein d'infos intéressantes. Il y a des paramètres sur lesquels on ne peut pas agir, la pluie, la météo, le nombre de proies, mais que par contre on peut essayer d'avoir une action dans sa pratique pour limiter l'impact. Et l'impression que j'ai, c'est quand même que les oiseaux font aussi partie de la pratique du parapente, parce qu'il y a un échange qui se fait, ça permet des fois de repérer des thermiques et à l'inverse aussi. Donc il y a vraiment, pour moi c'est une dimension de la pratique aussi. Voici maintenant un petit aperçu des conséquences du dérangement pour un couple reproducteur. Et donc c'est vraiment quelque chose qui va les atteindre dans leur activité vitale et qui va avoir un impact sur l'espèce. On considère cette histoire de bulle de quiétude d'entre 250 et 300 mètres autour de l'air, qui est vraiment la zone minimale dans laquelle il faut limiter les intrusions. Parce que c'est la zone où il y a la plus forte sensibilité. Voilà, derrière, il y a plein d'incidences indirectes qui ne sont pas du tout volontaires de la part des personnes qui sont dans le périmètre de nidification de l'oiseau, mais qui, de manière répétée, si c'est tous les jours, peuvent avoir une incidence importante sur le succès de reproduction. Des conséquences potentielles d'une trop forte activité humaine à proximité d'un nid de rapace. La première cause, c'est l'abandon du site de reproduction ou le choix d'un site par défaut. La femelle peut s'enfuir. Toujours pareil, il va abandonner le nid. Il peut y avoir la prédation sur les œufs, notamment d'autres espèces qui sont les grands corbeaux. Et l'œuf peut ne pas être maintenu à la bonne température. Donc l'embryon, il meurt dans l'œuf. Sous-alimentation de la femelle et des jeunes. Ça peut aussi causer donc, la chute des poussins. Là, dans les suspentes, donc là, c'est une photo de chouette hulotte. Cette bulle-là de 250 mètres, 300 mètres, pendant cette période de reproduction, on essaye de l'éviter. Encore une fois, on essaye, si les conditions de sécurité le permettent, si l'aérologie le permet. L'idée, c'est de ne pas se mettre en danger non plus pour essayer d'éviter cette zone. Quand on n'est pas dans la période de reproduction, il faut vraiment être dans une logique de plaisir et de partage de l'espace avec les oiseaux. L'incidence, elle est quasiment nulle et l'interaction, elle est positive pour tout le monde, je dirais. Et on termine avec le plus concret pour nous, la cartographie des zones.
Il existe différents types de cartes de chaque massif, des fiches d'informations détaillées pour chaque site de reproduction. Je vous mets en description quelques liens, mais en général, les clubs locaux font circuler les informations à jour au début de chaque période. Et si vous venez voler par chez nous depuis une autre région, c'est bien de savoir où trouver les informations avant de se mettre en l'air. Pour les autres massifs montagneux, j'imagine que vous avez aussi une LPO qui vous est dédiée et des réseaux d'informations qui vont avec. Si vous devez consulter qu'un seul site, c'est BiodiveSport. C'est un site qui vous donne accès à une immense carte interactive avec le type de rapace concerné, la date de mise à jour des informations, et avec ça, vous avez une bonne idée de la répartition des bulles par rapport à votre parcours de vol envisagé. Et enfin, pour visualiser en 3D et intégrer à vos GPS, vous avez sur le site de la Fédé les fichiers KML ou GPX à télécharger. Sur Spotter, j'arrive à voir la plupart des bulles et sur XCTrack aussi il me semble, donc c'est assez pratique pour le vol en direct. Voilà, l'idée c'est qu'on a à notre disposition un maximum d'informations fournies par les naturalistes et les bénévoles. Des échanges sont régulièrement menés avec les différents parcs naturels, alors à nous de préserver tout ça et de jouer au maximum le jeu du partage du ciel. Alors j'ai conscience que la vidéo est longue, et du coup si on synthétisait un petit peu tout ça. Voici moi ce que j'ai retenu comme notion principale en lien avec la pratique du vol libre. Ça me paraît important d'être curieux sur ces animaux, d'apprendre à les connaître, à les reconnaître, en regardant par exemple ce type de conférence, mais aussi en participant à des journées de rencontres et d'observation des rapaces. C'est assez sympa. Connaître leur mode de vie, leur période de sensibilité, ça c'est très important pour nous, et puis leur territoire avec les bulles de quiétude. Il est important d'adopter les bons réflexes en cas de rencontre, et d'utiliser du coup les outils pour anticiper au mieux notre plan de vol. C'est pas mal aussi de partager ses expériences, vous savez moi je suis un grand fan du rétex, mais ça peut être aussi en radio, hein. Si vous avez volé avec des copains, en vol, vous leur dites « Eh oh, il y a un rapace qui attend là, ah j'ai reconnu, c'est un rapace Milan noir, c'est un aigle royal, etc. » Est-ce que c'est un intérêt d'aller vers lui, ou au contraire, est-ce que plutôt on prend ses distances? Et puis voilà, il y a le débriefing après le vol, en parler, et puis si besoin, trouver des ressources auprès de personnes compétentes comme Adrien qui travaille à la LPO, que je remercie encore une fois. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je sais que c'était une vidéo un peu longue, mais voilà, le sujet était quand même assez intéressant, et je pense qu'il vaut mieux communiquer là-dessus pour trouver les meilleures solutions au partage du ciel plutôt que d'agir chacun dans son coin. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Pensez à me lâcher votre plus gros pouce bleu, partagez la vidéo et commentez. Hein, ça me soutiendra vraiment, car oui, ce genre de vidéo quand même me prend pas mal de temps. Alors merci à vous, et puis je vous dis à bon vol, à bientôt, ciao.